Bien, je recommence donc après une nouvelle interruption et un nouveau déplacement d'un amphithéâtre à l'autre. Lors du dernier cours, donc qui sauf erreur était le 22 mai, introduit avec Olivier Pierre de Jean Ollieux ce que j'appelle le principe général de l'attributivisme étoile, PGA. L'âme sent et par là sait quel est le principe et le sujet de ses actes. J'ai énoncé sur cette base les trois thèses qui, chez Olivier, constituent ce que j'appelle le modèle attributiviste, étoile, du psychisme ou de la psyché. Avant de revenir sur l'énoncé de ces trois thèses constitutives du modèle attributiviste olivien, permettez-moi de préciser ce que j'entends par attributivisme étoile. Pour ce faire, car le moment m'en paraît venu après le premier contact noué ces dernières semaines entre les anciens et des modernes représentés de manière insigne par Nietzsche, je voudrais d'abord donc rappeler succinctement les outils, les distinctions indispensables au travail d'archéologie philosophique, mise en œuvre en 2007 et 2008 dans mes deux premiers volumes, Naissance du sujet et la quête de l'identité, et repris dans le volume publié en février intitulé La double révolution. Je me contente évidemment ici d'un survol, d'un premier survol. L'approfondissement viendra lors des prochains cours, cette année pour les quelques séances qui restent, et l'année prochaine. Deux outils. Le premier outil est une distinction entre subjectité et subjectivité, ou plus exactement parlant allemand, entre Subjektivität et Subjektivität, que j'emprunte à Heidegger. Et le second outil est une distinction entre Attribute Theory et ce que, autrement dit, théorie de l'attribut, et ce que j'appelle attributivisme étoile. Donc, quelques éléments, quelques éclaircissements sur ces deux distinctions. Alors, par subjectivité, Heidegger désigne le fait d'être sujet au sens originaire du terme grec upokeimenon, du mot latin qui le traduit subjectum, sens originaire qui est le suivant, que nous connaissons bien désormais, être le support, être le substrat de qualité ou d'accident. Autrement dit, puisque c'en est la définition, une des deux définitions, porter en sous-main, être substrat, être support de qualité ou d'accident. Autrement dit, dis-je, être une substance, un constituant existant par lui-même, stable et permanent de la réalité physique. Donc, rien de psychique, originairement, dans ce que Heidegger appelle subjectivité, à savoir ce qui caractérise et définit l'upokeimenon ou le subjectum en tant que tel. Subjektivität, subjectivité, terme qui, on l'a vu au début de ce cours, au début de l'année, a été introduit en allemand pour subjectivité par Kant et en français pour subjectivité par les premiers kantiens francophones, dont celui sur lequel j'avais attiré votre attention au début de l'année, Charles de Villers ou Charles de Villers,
Donc subjectivité, subjectivité, désigne tout simplement l'application du schème de la subjectivité, qui est un schème physique, donc de portance, hein, à l'esprit. Heidegger écrit « La subjectivité, Subjektivität de la métaphysique moderne est un mode de la subjectivité. » En allemand, eine Weise der Subjektivität. C'est une affirmation récurrente chez Heidegger que vous trouvez notamment dans ce texte I don't believe it. C'est pas possible, mon mot de passe. Grâce à monsieur qui a eu un air d'incompréhension tout à coup, qui me paraissait largement excessif par rapport à la pauvreté des propos que j'étais en train de tenir, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, si j'ose dire, dans mon dos. Et voilà, c'était une fois de plus une demande d'identification. Your ID, please. Ah, c'est le D-Day, je sais, mais enfin quand même. Alors, donc je redis que die Subjektivität ist eine Weise der Subjektivität est une affirmation récurrente de Heidegger qui intervient notamment dans le texte que vous avez ici sous les yeux, qui est un des textes publiés en appendice dans le deuxième volume, ou plus exactement, qui sont constitutifs du deuxième volume de son Nietzsche, hein, donc tome 2, Gesamtausgabe GA 6.2. C'est ce texte très célèbre intitulé « La métaphysique, die Metaphysik als Geschichte des Seins », comme histoire de l'être. Mais vous trouveriez cette affirmation selon laquelle la subjectivité est un mode, eine Weise der Subjektivität, dans de nombreux autres textes de Heidegger. Ici, il nous dit, si l'on entend par subjectivité, alors, qu'entend-on par subjectivité? Si l'on entend par subjectivité cela qui alors, est l'essence de l'effectivité dans la vérité, das heißt, à savoir pour la certitude de soi, Selbstgewissheit, des Selbstbewusstseins, de la conscience de soi. Alors si l'on entend par subjectivité ce qui est l'essence de l'effectivité dans la vérité, si on l'entend comme mens, ou bien animus, ou bien ratio, ou bien Vernunft, ou bien Geist, alors il devient clair que la subjectivité, si on n'est rien d'autre qu'un mode de la subjectivité. Bien, je reprends à mon compte cette distinction entre subjectivité et subjectivité en utilisant, le cas échéant, la notation subjectivité qui résume les deux, hein, qui dit à la fois l'une et l'autre. Comme je l'ai dit, annoncé dans la leçon inaugurale, je remets en revanche en question la thèse selon la thèse que sert chez Heidegger cette distinction entre subjectivité et subjectivité, à savoir que c'est avec Descartes et Descartes seulement que pour la première fois, subjectum, sujet, et ego, je, moi, subjectivité, Subjektivität, et égoïté, Ichheit, ont acquis une signification identique. Cela, c'est ce que vous avez au tableau, la thèse de Heidegger, à laquelle je ne souscris pas, bien qu'on puisse y souscrire en partie. C'est sur le pour la première fois, évidemment, que tout se joue. Donc, le passage de la subjectivité à la subjectivité, dit Heidegger, qui signe l'entrée dans la modernité, hein, se laisse penser à partir de Descartes, dit-il, comme le moment où l'ego, devenu le sujet insigne, ausgezeichnet, acquiert le statut d'étant le plus véritable.
Donc, et je redis donc, c'est avec Descartes que pour la première fois, subjectum et ego, subjectivité et égoïté, ont acquis une signification identique. La thèse archéologique la plus générale que je défends et ai entrepris d'examiner ici avec vous est que la naissance du sujet est fondamentalement marquée, c'est-à-dire aussi structurellement définie par la rencontre de la subjectivité, de la subjectivité, avec ce que j'appelle l'attributivisme étoile et d'abord l'attribute theory ou théorie de l'attribut. La notion d'attribute theory ou de théorie de l'attribut, ou encore en anglais toujours attributivism, que je laisse au fond ici volontairement en anglais, attribute theory. Cette théorie est courante, c'est quelque chose de bien connu et d'actuel. Les philosophes, comme par exemple, pour citer le plus notable d'entre eux, David Armstrong, grand philosophe australien, qui est mort le 13 mai dernier, n'est-ce pas? C'est donc un des grands philosophes du XXe, XXIe siècle qui a disparu il y a peu de temps. Donc David Armstrong discute cette théorie dans un des classiques du genre, si j'ose dire, qui s'intitule A Materialist Theory of the Mind, une théorie matérialiste de l'esprit. C'est notamment dans ce texte que Armstrong discute cette théorie dite attribute theory, mais aussi certains interprètes tout à fait autorisés de la psychologie d'Aristote, comme Jonathan Barnes, appelle attribute theory donc toute doctrine, toute théorie faisant de l'âme, de l'esprit ou de l'intellect une propriété ou une disposition du corps. En anglais, some sort of dispositional property of the body or the organism. Et pour une raison qui m'échappe et qui n'a pas trait à la demande d'un mot de passe, il manque organism à la fin de la première citation, some sort of dispositional property of the body or the organism. Et dans la référence au texte de Jonathan Barnes, qui est le classique sur la théorie de l'esprit chez Aristote, il manque dans ce blanc, qui n'a rien de volontaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas du Blanchot ou du Derrida, n'est-ce pas? C'est simple, c'est que je ne sais pas ce qui se passe, à dire vrai. Aristotle's concept of mind. Il manque rien de moins que l'expression concept de l'esprit. Ici, Aristotle's concept of mind, et ici, il manquait organisme. Bon, enfin, en tout cas, voilà ce qu'est la théorie dite théorie de l'attribut ou attribute theory ou attributivism. C'est une théorie de l'inhérence, si vous voulez, de l'esprit au corps, à titre de disposition ou de propriété dispositionnelle. Donc un réductivisme assez radical. La notion d'attributivisme étoile, que donc j'utilise en français et que j'assortis d'une étoile, d'un astérisque, pour éviter toute ambiguïté, est la suivante. J'appelle attributivisme étoile toute doctrine de l'âme et de la pensée reposant sur une assimilation explicite des états psychiques ou des actes psychiques à des attributs, le mot attributivisme, d'un sujet défini comme ego, je. Donc toute doctrine de l'âme et de la pensée reposant sur une assimilation explicite des états ou des actes mentaux, psychiques
à des attributs d'un sujet défini comme je. J'y reviendrai dans quelques instants. Bien, si vous avez en tête donc subjectivité et attributivisme étoile, je pense que vous êtes à même, sur cette base, d'entendre ce que je veux dire quand je soutiens qu'on peut résumer le premier objectif de l'archéologie du sujet agent de la pensée et de l'action comme étant constitué par le fait de retracer l'histoire de la rencontre entre ces deux éléments, ces deux concepts, ces deux systèmes de notions et de distinctions articulés autour des notions de subjectivité et attributivisme étoile. Rencontre, donc, entre subjectivité et attributivisme étoile. Rencontre, cela signifie plusieurs choses, comme on le sait, et cela peut vouloir dire d'abord confrontation, opposition, conflit. Pensez à une rencontre de rugby. On l'a vu, ce sens, opposition, conflit, en tout cas confrontation, avec le rejet de ce que nous pouvons à présent caractériser, s'agissant de l'âme, comme un rejet du schème de la subjectivité chez Augustin. Nous avons vu ça au début de l'année, le refus augustinien de faire de l'âme, en tant qu'image et vestige de la Trinité, le subjectum, le sujet, pokeimenon en grec, des actes et des états mentaux tels que l'amour et la connaissance. Ce refus de faire de l'âme un sujet de l'amour et de la connaissance est un refus, je pense, de l'application du modèle de la Subjektivität au psychisme. Et ce refus est conscient, ce refus est méthodique, ce refus est décidé. Et s'il est conscient, méthodique et décidé, cela veut dire que Augustin a un modèle alternatif à proposer et à opposer au modèle de la subjectivité. Ce modèle alternatif existe, un modèle donc de l'esprit et de ces deux actes que sont amour et connaissance, notamment. Ce modèle alternatif est un modèle qu'on peut appeler un modèle d'immanence mutuelle des actes et de l'esprit. Immanence mutuelle des actes et de l'esprit. L'esprit, c'est en latin, la plupart du temps chez Augustin, mens. Et ce modèle d'immanence mutuelle des actes et de la mens, on peut le décrire ainsi, en reprenant et en suivant les expressions mêmes d'Augustin. Quand l'esprit, dit-il, se connaît et s'aime lui-même. Donc, c'est une situation particulière. L'esprit est en activité de connaissance et d'amour, dirigée sur lui-même. Donc, quand l'esprit se connaît et s'aime lui-même, la trinité de la mens, l'esprit, de la notitia, de la connaissance, et de l'amour, trinité qui est l'image en l'homme, l'image et le vestige en l'homme de la trinité divine, Père, Fils, Esprit. Eh bien, quand cela a lieu, quand l'esprit se connaît et s'aime lui-même, la trinité de la mens, de la notitia et de la mort, la petite trinité par rapport à la grande, si vous voulez, demeure sans mélange ni confusion. In illis tribus cum se novit mens et amat se manet trinitas. La trinité demeure, manet trinitas. Mens, amor, notitia, et nulla commixtione confunditur. Le langage utilisé mérite toute notre attention.
cette manence demeure, hein, la Trinité demeure, hein, c'est habite, réside, persiste, reste. Eh bien, cette manence est une immanence, et une immanence mutuelle. Immanence mutuelle qui, pour autant, n'est pas une confusio, ni une commixtio, ni confusion, ni mélange. Alors, cette immanence mutuelle qui n'est pas une confusion et n'est pas le fruit ou le résultat d'un mélange, ni n'est un mélange, on peut lui donner un nom. Ce nom, vous l'avez au tableau, si j'ose dire, c'est périchorèse. Périchorésis en grec. Cette immanence mutuelle, donc, on peut l'appeler donc d'un terme postérieur à Augustin, qu'Augustin n'emploie pas, un terme grec qui est emprunté à un auteur sur lequel nous allons revenir dans quelques instants, qui est bien connu dans le monde orthodoxe et le monde grec, Jean de Damas, Jean Damascène. Hein, c'est Jean Damascène qui introduit le mot de périchorèse. Donc Augustin n'emploie pas le mot, hein, de périchorèse, mais il décrit la chose, si je puis dire, quand il écrit à propos des trois, esprit, connaissance et amour, mens, notitia et amor, quand il écrit et décrit ce que peut bien être cette immanence mutuelle de l'amour, de la connaissance et de l'esprit. Là, il faut attacher vos ceintures, si je puis dire, parce que c'est effectivement une structure qui n'a rien d'aristotélicienne ou d'aristotélicien. Mens, notitia, amor, voilà les trois. Et des trois, voilà ce qu'on peut dire. Chacun est en soi. La mens dans la mens, la notitia dans la notitia, la mort dans la mort. Et cependant, chacun des trois est mutuellement chacun tout entier, enfin, ils sont mutuellement chacun tout entier, pour parler français, ils sont mutuellement chacun tout entier dans les autres tout entiers. Chacun dans les deux autres et les deux autres dans chacun. Quamvis et ainsi, ils sont tout en tous, ce qui a des sonorités bibliques évidentes. Quamvis et singula sint in se ipsis, bien qu'ils soient à la fois séparés et en eux-mêmes, singula, hein, chacun, hein, en soi, et invicem mutuellement, tota in totis, tous en tous, ou bien, vous voyez, singula in binis, chacun in binis dans les deux autres, sive bina in singulis, chacun des deux dans chacun pris séparément. Voilà, alors, ça c'est vous retirez le quamvis et vous entendez ce qu'il veut dire chacun est en soi, etc. etc. Eh bien, cela posé, hein, on peut dire qu'ils sont, chacun d'eux est tout en tous. Ils sont intégralement présents, chacun en chacun des deux autres, et chaque duo en chacun pris à part. Le Père, le Fils dans l'Esprit, le Père, l'Esprit dans le Fils et l'Esprit dans le Père, etc. Eh bien, c'est pareil pour l'âme humaine. Alors, ce modèle que j'appelle périchorétique, hein, la périchorèse, qui est héritée de la théologie grecque hellénophone, parlant grec, a une très longue histoire qui illustre bien le type d'aller et venue qu'opère l'archéologie philosophique et le type de difficulté qu'on éprouve lorsqu'on fait de l'histoire de la psychologie ou de la philosophie de l'esprit et que l'on s'imagine que l'on pourrait se détacher, se couper, faire abstraction totalement de toute autre discipline et notamment de la théologie. Le modèle que j'appelle périchorétique, hein, donc, a une longue histoire et
en 2 mots, on va résumer cette histoire. C'est donc dans le De Fide Orthodoxa, la foi orthodoxe de Jean de Damas, que l'on trouve la périchorèse, le thème de la périchorèse, le concept de périchorèse, articulé en 5 affirmations. Et chacune de ces affirmations de Jean de Damas dans le De Fide Orthodoxa a une contrepartie exacte dans la Trinité d'Augustin. La Trinité d'Augustin, livre 9, chapitre 4 et chapitre 5. Sans que, bien évidemment, aucune relation directe n'existe entre Augustin et Jean de Damas, entre ces 2 auteurs que tout sépare, dans le temps comme dans l'espace. L'un, pour le temps c'est le plus évident, Jean de Damas étant mort en 749 et Augustin en 430, il est évident qu'Augustin n'a pas lu Jean de Damas, mais bon, par toute une série d'observations dont je vous fais grâce, on peut acquérir la certitude que Jean de Damas n'a pas non plus lu Augustin. Donc, quelles sont ces 5 affirmations de Jean de Damas dont vous retrouvez l'équivalent dans la Trinité? Alors, le Père, le Fils et l'Esprit sont unis sans confusion. Bon, ça, on l'a vu, nulla commissione confunditur chez Augustin, il y a quelques instants, sans mélange ni confusion, disait Augustin. Donc, nous retrouvons cette expression chez Jean de Damas. Le Père, le Fils et l'Esprit sont unis sans confusion. Ils sont contenus les uns dans les autres. Ils ont en eux et ils ont entre eux. Vous voyez comme c'est passionnant du point de vue d'une théorie des relations, puisque en eux, ça serait monadique, entre eux, ça serait dyadique. Bon. Ils ont en eux et entre eux une. Alors, vous avez le mot français traduit du latin qui traduit en latin le mot perichoresis. Et c'est le mot circum incession en français. Circum incession, en latin, vous retirez un N et vous obtenez circum incessio, une circumincession. Alors, vous pouvez aller chercher ce mot dans les dictionnaires, bon, vous verrez que ça veut dire quelque chose comme immanence mutuelle, qui ne laisse place ni à l'agrégation, c'est-à-dire à l'entassement de parties qui demeurent extérieures les unes aux autres alors qu'elles sont additionnées. Une agrégation, c'est par exemple un tas. Il n'y a aucune critique de rien là. C'est un tas par exemple, une agrégation de pierres, n'est-ce pas? Vous avez un tas de pierres, c'est un agrégat de pierres. Bon. Eh bien, ce n'est pas comme ça dans le cas du Père, du Fils et de l'Esprit. Ce n'est pas un agrégat, et ce n'est pas non plus un mélange. Alors, ni agrégation, ni mélange, ils ne sont pas extérieurs les uns aux autres, ni séparés selon les sens, comme le croit Arius. Alors, pourquoi j'ai mis entre parenthèses les références à Augustin qui correspondent à chacune des affirmations de Jean de Damas? Par exemple, pour la première, le Père, le Fils et l'Esprit sont unis sans confusion. Vous retrouveriez cela notamment dans le De Trinitate d'Augustin, livre 9, chapitre 4, paragraphe 4. Alors, comment expliquer cette parenté entre les 2 auteurs si aucun des 2 n'a lu l'autre? Eh bien, elle s'explique, cette parenté, c'est là que ça devient intéressant philosophiquement, par le fait qu'ils ont la même source. Ils ont eu accès au même type de théorie, chacun de son côté, chacun par un biais qui lui est propre. Et cette source ultime qu'ils n'ont pas eu nécessairement entre les mains, mais dont les thèses ont pu leur parvenir, cette source, c'est le zetema, c'est-à-dire le problème, la recherche, l'enquête de Porphyre sur l'union de l'âme et du corps, que le savant allemand Heinrich Döry a reconstitué
C'est assez terrifiant, parce que nous ne l'avons pas, ce Zetema. Il est reconstitué de nos jours par un savant allemand sur la base d'un autre texte qui le citait abondamment, qui n'est autre que le De Natura Hominis, à savoir le traité sur la nature de l'homme de Némésius d'Émèse, un évêque syrien mort vers 420, que les médiévaux confondaient eux-mêmes avec Grégoire de Nice, ce qui fait que quand vous tirez le fil, assez rapidement vous avez l'impression que la migraine est proche, mais en fait c'est assez simple, hein, un texte perdu qui contient un ensemble de thèses auxquelles deux auteurs ont eu accès séparément, et ce texte perdu, nous avons une idée de son contenu grâce à un troisième texte qui en donnait d'abondants extraits, à savoir le De Natura Hominis de Némésius d'Émèse. Donc chacun de son côté a eu accès, Augustin et Jean de Damas, à des idées porphyriennes. Donc ce qui soutient tout ça, pour finir, c'est un texte perdu, pour nous, de Porphyre sur l'union de l'âme et du corps. C'est donc de la philosophie pure et dure, Porphyre étant quand même l'adversaire résolu des chrétiens, quand on sait qui il est, n'est-ce pas, Porphyre. Bon, alors ça c'est évidemment un peu étonnant. Pour ce qui est de la confusion et du mélange, je vous rappelle que, effectivement, si vous intéressez à cette terminologie est héritée des stoïciens. Et ce sont les stoïciens qui distinguaient 4 formes d'union ou de mélange, distinction qui a été massivement reprise dans la dogmatique chrétienne, aussi bien trinitaire que christologique. Sans ces distinctions, il n'y a pas de dogmatique chrétienne sur ce point. C'est la distinction entre la parathèse, que font les stoïciens, parathésis, la parathèse, juxtaposition de particules, par exemple les grains de sable dans un tas de sable, les hommes dans un cœur. Parathèse. Deuxième type de mélange, la mixis, la mixtillon, pénétration, diffusion du feu dans le fer chauffé à blanc. Voilà un type de mélange que les stoïciens appellent mixis. Vous avez aussi la lumière qui se diffuse dans l'air, sur ce mode donc de pénétration-diffusion. Troisième type de mélange, la crase, crasis, le mélange, par exemple, de l'eau et du vin. Et enfin, vous avez la confusion, syncusis, mélange de deux substances pour donner naissance à une troisième entité qui est dotée de propriétés nouvelles, comme vous allez combiner, par exemple, des ingrédients pour créer un parfum. Donc ces 4 types de mélanges ont été mobilisés dans les discussions théologiques sur l'union de l'âme et du corps humain, l'union des deux natures humaines et divines dans la personne du Christ, et même dans la théologie trinitaire. Ce qui fait que la formule « union sans confusion », qui nous apparaît comme profondément chrétienne, n'est-ce pas? Eh bien, on en retrouve la trace chez Porphyre, qui présente les thèses sur le mélange d'un certain nombre d'adversaires ou d'auteurs qu'il se plaît à discuter. Et tout ça nous ramène d'une manière ou d'une autre au stoïcisme en fin de parcours, donc, ou en début de parcours. Donc vous voyez, c'est absolument passionnant de voir l'entremêlement des choses. Donc, si vous voulez davantage d'éléments sur la théorie du mélange, en dehors évidemment des travaux très savants de Marwan Rached dans son commentaire, enfin son introduction à la génération et à la corruption d'Aristote, qui reste un des sommets, disons, pour présenter ce genre de choses, vous avez sous une forme plus
peut-être plus accessible immédiatement et répondant à une question métaphysique importante, qu'est-ce qu'une fondue? Dans Aristote chez les Helvètes, qui est une sorte de manifeste de la philosophie à Genève, ce qui fait que je m'y retrouve, et qui répond à des questions très importantes comme qu'est-ce qu'un trou dans l'emmental, qu'est-ce qu'une montagne, qu'est-ce que le Röstigraben, qu'est-ce qu'une vache, qu'est-ce qu'une horloge, qu'est-ce qu'une confédération, qu'est-ce qu'une banque, etc. Ce ne sont que des questions de métaphysique traitées par des gens qui, de près ou de loin, ont enseigné ou travaillé à Genève, donc, et qui ont un même point de vue philosophique, plus ou moins influencé par Brentano et Aristote. Bon. Alors, maintenant, donc, je laisse de côté ces considérations sur la péricorèse, mais quand même, je vous rappelle que c'est dans ce cadre, celui de l'immanence mutuelle, qui est donc anti-subjectif au sens de la subjectivité et anti-aristotélicien, puisqu'il est porphyrien, qu'Augustin argumente ce que j'ai appelé, après Intica évidemment, la KK-thésis, à savoir, vous vous rappelez sans doute, KAP, si KAP, alors KA, KAP, c'est-à-dire si A c'est que P, alors nécessairement A c'est que P. Savoir, c'est savoir qu'on sait, comme on dit en français, moins intikien. Donc je reviens au Moyen-Âge. Et à l'idée qu'il y a dans la philosophie médiévale une confrontation entre deux modèles concurrents du psychisme, l'augustinien qu'on vient d'évoquer brièvement et l'aristotélicien qui est fondé sur la notion de subjectivité et la rencontre entre subjectivité et attributivisme étoile. Bon, il y a confrontation au Moyen-Âge, mais il peut y avoir aussi un autre sens de rencontre que celui de la confrontation, du rejet ou de l'opposition. Et par exemple, rencontre peut signifier parasitage mutuel, c'est-à-dire que Aristote peut se retrouver parasité par Augustin sous certaines plumes, ou Augustin parasité par Aristote sous certaines autres plumes. Il peut même y avoir synthèse entre Aristote et Augustin. Tout est possible. Et c'est ce qui fonde, dans une large mesure, cette triple possibilité, opposition, parasitage, synthèse, c'est ce qui fonde, d'une certaine manière, une large partie de l'histoire du sujet-agent médiéval, la synthèse entre Augustin et Aristote étant opérée par Thomas d'Aquin, sous la houlette d'Aristote, c'est comme quand on dit tous les gens sont égaux, mais certains sont un peu plus égaux que d'autres, n'est-ce pas? Eh bien, là, la synthèse entre Aristote et Augustin est plutôt aristotélicienne qu'une synthèse à parité, bien entendu. Mais cette synthèse aristotélisante d'Augustin et d'Aristote, eh bien, c'est précisément ce qui est mis en cause, attaqué, critiqué par les franciscains, au premier plan desquels notre Pierre de Jean Eulieu, notre Olivier, auquel nous allons revenir maintenant. Voilà, donc l'histoire du couple subjectivité-subjectivité est un élément majeur de l'histoire du sujet-agent au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Cette histoire doit faire l'objet d'analyses fines, mais la notion d'attributivisme étoile elle-même doit être retravaillée, car en fond, on peut en distinguer deux versions. Une version incomplète, faible, et une version complète ou forte. Voici les deux versions. Je note cela, attributivisme étoile, version donc incomplète, VI, il manque un petit quelque chose, et l'autre, attributivisme étoile, version complète, V, c'est là. Ce qui manquait à la précédente figure dans la formulation. Donc, je ne vais pas lire les deux formules puisqu'elles sont équivalentes à un détail près. Je lis la version complète. Toute doctrine de l'âme, de la pensée, de l'intellect ou de l'esprit reposant, voilà ce qu'on appelle attributivisme étoile, reposant sur ou présupposant ou impliquant une assimilation explicite des états ou des actes psychiques, de la psyché, noétique, du nous, c'est-à-dire de l'intellect,
ou manteau, la mens, a des attributs ou des prédicats d'un sujet, ça serait la version faible, définis comme ego, comme je, ça c'est la version complète et forte. Donc tout ce qui fait, disons, de l'âme, de la pensée, de l'intellect ou de l'esprit, tout ce qui tient sur l'âme, la pensée, l'intellect ou l'esprit, un discours qui est fondé sur une assimilation explicite de l'ensemble de nos actes ou états psychiques, mentaux, noétiques, etc., à des attributs ou prédicats d'un sujet défini comme égaux. Alors vous voyez, si j'ai tenu à marquer une version que j'appelle incomplète, une version complète, c'est qu'en fait, l'archéologie du sujet agent de la pensée ne peut pas se contenter de vous parler, de nous montrer une histoire du sujet de la pensée. Elle doit intégrer la rencontre entre le sujet et l'ego, le moi, leur assimilation éventuelle, leur distinction fréquente, leur opposition, ça arrive. Toutes les figures, si diverses et nombreuses soient-elles, de leur mobilisation au sujet et à l'ego au cours de l'histoire des théories de l'âme, de la pensée, ou comme on le verra l'année prochaine, de l'action. Donc l'archéologie du sujet agent doit s'occuper de l'ego et pas seulement du sujet. Et elle doit aussi intégrer l'histoire des relations entre ego, sujet et personne. La personne, de l'Antiquité tardive à nos modernités successives. Donc l'archéologie du sujet, eh bien en fait ça les gigogne parce que on dit sujet, mais l'écho répond ego, je, et aussi personne, qu'on a affaire à trois pour un. Bon, c'est ce que nous allons commencer à faire, donc en repartant des trois thèses attributivistes d'Olivier. Nos actes, première thèse, ne sont perçus par nous que comme des prédicats ou des attributs. Voilà ce qui est donc dit à la fin du XIIIe siècle, en termes exprès, bien avant donc Descartes, actus nostri non apprehunduntur a nobis nisi tamquam predicata vel attributa. Ça ne peut pas être plus clair. Deuxième thèse, la perception de mes actes est ordonnée à une autre perception, que j'ai préalablement de moi-même comme sujet de ces actes. Donc ça, c'est très important. Dans l'ordre, la perception de mes actes est conditionnée par la perception préalable de moi-même comme sujet possible d'acte, voire sujet actuel d'acte. Et de fait, c'est ce qui est dit dans la troisième thèse, dans la perception de mes actes, la perception du sujet lui-même, moi, est première selon l'ordre naturel. Alors, il va falloir s'expliquer sur ce qu'est un ordre naturel en la matière. En tout cas, il nous faut faire l'archéologie de ce complexe de thèses. Il nous faut analyser les complexes de questions et de réponses où ces thèses s'inscrivent. Il nous faut aussi faire l'archéologie des thèses auxquelles ces thèses-là s'opposent. Il nous faut faire l'archéologie des thèses qu'on oppose à ces thèses-là, en réponse à elles. Donc il nous faut élargir progressivement notre propos pour mettre en place les conditions du long voyage, n'est-ce pas, de déconstruction de la déconstruction auquel je vous invitais à la fin de la leçon inaugurale du 13 février. Dans l'immédiat, puisqu'il s'agit d'un voyage, je vous demande de fixer l'horizon et de retenir comme horizon, en sachant qu'il est mobile comme tout horizon, la formule qui fait le lien entre trois éléments. La formule de Kant qui fait le lien entre trois éléments. Quels éléments? Premier élément, le modèle attributiviste, étoile, d'Olivien. Donc ce modèle
attributiviste qu'on vient de caractériser sommairement. Deuxième élément que la formule de Kant que nous allons lire à l'horizon permet de lier au précédent, à savoir au modèle attributiviste olivien, c'est précisément la critique kantienne de la psychologie rationnelle. Donc il y a une formule de Kant qui va nous permettre de faire un lien entre Olivi et une thèse fondamentale de Kant critiquant la psychologie rationnelle de son temps, à lui. Et troisième élément que cette formule kantienne va nous permettre de lier aux deux précédents, ce autour de quoi nous avons tourné pas mal depuis quelques séances, à savoir la critique nietzschéenne des postulats logico-métaphysiques qui, selon Nietzsche, entretiennent ces postulats la fiction du moi, comme substance-sujet, cause de ses propres pensées. Donc la critique nietzschéenne des postulats logico-métaphysiques entretenant la fiction du moi comme substance-sujet, cause de ses pensées. Il y a donc une formule kantienne qui nous permet de tout poser en même temps problématiquement. Quelle est cette formule? Quel est ce texte? C'est le texte célèbre, bien connu, où Kant définit, met en place le fondement de la psychologie rationnelle. Entendez donc la psychologie exposée dans les textes de l'école de Leibniz et de Wolff, ce qu'on appelle la psychologie leibniziano-wolffienne. Et si on parlait de métaphysique, c'est ce qu'on appellerait la Schulmetaphysik, la métaphysique scolaire. Bon, ben là, c'est la psychologie scolaire, si l'on peut dire, mais la psychologie rationnelle, pseudo-science pour Kant, dont la première édition, ce qu'on va lire là, est tirée de la première édition de la Critique de la raison pure. Donc, la première édition de la Critique de la raison pure analyse les paralogismes de la psychologie rationnelle, n'est-ce pas, et caractérise le fondement de cette pseudo-science. Quel est le fondement de cette pseudo-science? Alors, nous avons ici le texte en allemand, et nous allons le lire en français, mais nous reviendrons à l'allemand ici ou là. À son fondement, donc au fondement de la psychologie rationnelle leibniziano-wolffienne, nous ne pouvons poser rien d'autre que la représentation, Vorstellung, troisième ligne, la représentation simple et par elle-même entièrement vide de contenu, une représentation an Inhalt gänzlich leere Vorstellung, une représentation vide de tout contenu. Cette représentation, c'est je, ich. Une représentation vide de contenu, dont on ne peut même pas dire qu'elle soit un concept, ein Begriff, mais qu'elle est une simple conscience accompagnant tous les concepts. Ein bloßes Bewusstsein, das alle Begriffe begleitet. Et là, le célèbre passage, par ce je, ou cet il, ou ce cela, entre parenthèses, la chose qui pense, rien d'autre n'est représenté qu'un sujet transcendantal des pensées égale X, que nous connaissons seulement par les pensées qui sont ces prédicats. Voilà, si vous voulez une formulation de l'attributivisme étoile, eh bien, vous regardez Dialectique transcendantale, livre 2, des raisonnements dialectiques de la raison pure, chapitre 1, des paralogismes de la raison pure. C'est toujours très difficile à retenir, n'est-ce pas, les passages exacts de Kant, puisque vous avez en gros 4 lignes de référence. Donc, on peut dire traduction page 281.
Après, il faut regarder quand même. Alors, le texte allemand. Durch dieses Ich oder er oder es. Le es, c'est le ça. Hein, du es denkt, du ça pense. Es, à savoir quoi? Das Ding, la chose. Welches denkt, qui pense, wird nun nichts weiter als ein transzendentales Subjekt der Gedanken, welches nur durch die Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt wird. Alors, je égale il égale cela égale es égale la chose qui pense, hein, c'est, puisque tout ça revient au même, puisque tout ça égale x, à savoir un indéterminé, une variable vide, hein, par excellence, hein, eh bien ce je égale il égale cela égale la chose qui pense, c'est la version kantienne de l'équation dont nous sommes partis avec Nietzsche. Einer égale einer, quelqu'un qui pense, hein, traduit en français par un sujet, rappelez, traduit en anglais par Helen Zimmer par agency, et que l'on peut rendre aussi par je, et voire le mettre entre parenthèses, puisque pour Nietzsche, je, c'est une fiction. Hein. Bon, ce sujet égale X pour Kant, qui est indéterminé en soi, mais qui est déterminé par ses pensées, comme un sujet l'est par ses prédicats, un sujet logique déterminé par ses prédicats, ou une substance physique par ses attributs. Substance, sujet, sujet, substance. Hein. Eh bien, ce sujet égale X, qui est entièrement unbestimmt en lui-même, hein, il est distinct du sujet olivien, du sujet selon Olivi. Parce que précisément, le sujet olivien, parce qu'il est le sujet de ses actes, est connu avant ses actes et il est connu par une intuition. Vous voyez, c'est tout le contraire. Pour Kant, le je, qui est un x, une variable vide, n'est connu que quand il est déterminé par les prédicats qui sont ses attributs, qui sont ses pensées. Ici, c'est tout l'inverse. Alors, c'est tout l'inverse. Cela veut dire que Olivi ne soutient pas la thèse médiévale, la théorie médiévale, dont le texte de Kant est le prolongement moderne. C'est-à-dire que Kant prolonge une certaine théorie médiévale. Olivi rejette au Moyen Âge cette théorie médiévale que Kant prolonge à l'époque moderne. Quelle est la théorie que Olivi rejette? C'est la théorie de la connaissance du sujet par ses actes. Facile à retenir. Hein. Théorie de la connaissance du sujet par ses actes. Théorie qui est la théorie thomasienne de Thomas d'Aquin et la théorie thomiste des disciples de Thomas d'Aquin, qui est fondée sur le principe qu'on peut appeler principe épistémique, hein, de connaissance donc de l'âme par ses actes, qui est énoncé de la manière suivante par Thomas d'Aquin: anima cognoscitur per actus suos. Et c'est simple. Hein. L'âme cognoscitur per actus suos est connue, se connaît, toujours cette alliance de l'activité et de la passivité qu'il y a dans une forme réfléchie qui est implicitement contenue dans le passif latin. Hein. Anima cognoscitur, l'âme se connaît, ou bien l'âme est connue par ses actes, per actus suos. Donc ça, c'est le principe de la connaissance de l'âme par ses actes. C'est un principe thomiste, thomasien, c'est un principe évidemment qui se veut et est aristotélicien.
Donc vous voyez que petit à petit se met en place une espèce de gigantomachie, de conflit, de guerre entre augustinisme et aristotélisme. Ce n'est pas si faux cette opposition qui traîne dans tous les manuels. Il y a bien quelque chose quand même. Eh bien, ce quelque chose, c'est par exemple cela, la thèse sur laquelle l'âme se connaît par ses actes. Elle se veut, cette thèse de Thomas, étayée par l'autorité d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, et notamment ce célèbre passage « Nous sentons que nous sentons, nous intelligeons que nous intelligeons, et parce que nous sentons, nous intelligeons que nous sommes. » Bon, on pourrait passer 1 an sur ce texte. Hein. Eh bien, vous me direz, ça serait bien long, mais ça serait quand même moins long que ce que les philosophes ont consacré comme temps à la lecture de ce texte, à savoir plusieurs siècles, n'est-ce pas ? Mais bon, nous n'avons ni 1 an, ni plusieurs siècles. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que cette thèse d'Aristote, sur laquelle je reviendrai quand même, hein, est, en tout état de cause, cette thèse d'Aristote que rejette Livy. Eh bien, cette thèse, elle est liée à une thèse fondamentale, donc, que j'ai exprimée par le principe de la connaissance de l'âme par ses actes, mais qui, plus radicalement, hein, est la thèse aristotélicienne par excellence, et en tout cas ayant le label qualité Aristote décerné par Alexandre d'Aphrodise dans le Péripsuchès de l'âme, dont il existe une excellente traduction française due à Bergeron et Dufour sous le titre de l'âme. Eh bien, voilà cette thèse, thèse qui fonde le principe de la connaissance de l'âme par ses actes. Hein. L'acte est antérieur à la puissance et mieux connu qu'elle. Ça, c'est une thèse philosophique aristotélicienne fondamentale, hein, et qui justifie PCAA, hein, le principe de la connaissance de l'âme par ses actes. Il y aurait plusieurs passages à citer, je n'en ai cité qu'un. Page 117 donc, de la traduction Bergeron et Dufour, étant donné que les activités qui dérivent des puissances, alors entendez par puissance, powers en anglais, hein, des pouvoirs de l'âme, sont plus manifestes que les puissances qui les produisent. L'activité qui est l'acte exercé par une puissance ou faculté se voit mieux que la puissance elle-même. À dire vrai, on ne peut voir la puissance que là où elle se traduit, si je puis dire, dans une action. Bon, de même que l'on ne voit la motion exercée par un corps sur un autre que dans le déplacement subi par le corps qui est mu. Bien. Alors, étant donné que les activités qui dérivent des puissances de l'âme sont plus manifestes que les puissances qui les produisent, l'action de sentir est plus manifeste que... Alors, la sensation, entendez, la faculté de sentir, la capacité de sentir, qu'on appelle sensation. Quand on dit l'homme est un animal doué de sensation, ça veut dire qu'il a la capacité de sentir. Il y a une ambiguïté toujours dans le grec d'Aristote, dans celui d'Alexandre et dans la psychologie ancienne, de toute façon, entre le sensible et le senti. Le senti, c'est du sensible en acte. Mais bon. Alors, l'action de sentir est plus manifeste que la capacité de sentir, on comprend mieux avec l'action de se nourrir, qui est plus manifeste que la puissance nutritive. Eh bien, puisque l'effet est donc d'une certaine manière plus évident que la cause, il faut commencer par l'activité. Quand vous construisez un discours sur l'âme, regardez d'abord ce qu'elle fait, avant de savoir ce qu'elle est. Car, outre qu'elle est plus connue, l'activité est logiquement antérieure à la puissance dont elle provient. Donc voilà, ça c'est un principe qui est tout à fait caractéristique de l'aristotélisme. Thomas d'Aquin, dans le De Veritate, question 10, article 8, tient un raisonnement qu'on peut résumer de la manière suivante.
un individu, vous, moi, appelons-le X, ne perçoit qu'il a une âme. Un individu, vous, moi, appelons-le X, ne perçoit qu'il vit. Un individu, vous, moi, appelons-le X, ne perçoit qu'il est. Donc, qu'il a une âme, qu'il vit, qu'il est, que dans la mesure stricte où il perçoit qu'il sent, qu'il pense, qu'il exerce les diverses activités ou opérations de la vie, autrement dit, agit. C'est le... Et Thomas d'Aquin en appelle précisément sur ce point au témoignage d'Aristote dans le livre 9 des Éthiques, c'est-à-dire de l'Éthique à Nicomaque, livre 9, Quantum igitur ad actualem cognitionem qua aliquis se in actu considerat animam habere, etc., etc. Traduction française. Quant à la connaissance actuelle qui a lieu en ce moment, par laquelle quelqu'un se considère en acte comme ayant une âme, je dis que l'âme est connue par ses actes. En effet, quelqu'un perçoit qu'il a une âme, qu'il vit et qu'il est, du fait que, de cela que, il se perçoit sentir et penser et exercer d'autres opérations vitales de cette sorte. De là vient que le philosophe dit au 9e livre des Éthiques, nous sentons que nous sentons et nous pensons que nous pensons. Et parce que nous le sentons, nous pensons que nous sommes. Nous le sentons. Nous sentons que nous sentons et nous, puisque nous sentons cela, nous pensons que nous sommes. Il y a une sorte de concentré, condensé. Alors, je vais dire quelques mots encore avant que nous ne nous arrêtions. Sur la situation d'Olivier par rapport à ce qu'on vient de dire. Le sujet olivien n'est pas le sujet transcendantal de Kant et il n'est pas le sujet thomasien ou thomiste. Et effectivement, parce qu'il se connaît intuitivement comme sujet, alors que les autres théories du sujet nous présentent un sujet qui se connaît non pas intuitivement, mais soit indirectement, soit empiriquement, comme on va le dire, comme objet. Alors ça, c'est un point fort. Olivier a une perspective qui lui est propre, un modèle, qui, pour être bien compris, doit être vu dans le cadre de la problématique que j'ai évoquée lors des séances précédentes, qui est celle de l'autoconnaissance de l'âme, et qui était marquée, j'avais insisté là-dessus, par les polémiques existant à la fin du XIIIe et au début du XIVe entre les franciscains et les dominicains. Donc, dans ces polémiques, la question centrale, la question cruciale pour nous, pour l'archéologie du sujet agent, ce n'est pas de savoir si l'âme peut se connaître elle-même, tout le monde répond oui, mais c'est de savoir si elle peut se connaître selon un mode immédiat, directement, intuitivement, par une intuition directe. Si elle peut se connaître intuitivement. Et donc, vous voyez, c'est cela que j'appelle la situation d'Olivier. La forme sujet-prédicat, l'attributivisme autorise plusieurs modèles du psychique. Et donc, ce qui compte pour nous, c'est de savoir si l'âme peut ou non se connaître selon un mode immédiat, direct, intuitif, par une intuition directe.
Alors, et on va s'arrêter là-dessus, mais pour bien voir quels sont les éléments de discussion à cette époque, je vous rappelle donc le cadre fourni par le franciscain Matthieu d'Acquasparta dans ses questions disputées sur la foi et la connaissance. C'est un contemporain de Livy, et vous voyez qu'il donne d'entrée de jeu une formulation qui est d'emblée, si je puis dire, anti-aristotélicienne pour ce qui est du problème de l'autoconnaissance de l'âme. Et cela consiste dans une distinction entre trois types de connaissances. L'argumentation rationnelle, la connaissance dite rationnelle, oui, c'est le mot, la vision directe, ajouter une virgule, après vision directe, et l'appréhension de la quiddité simple. Alors, argumentation rationnelle, vous pourrez remplacer cela par connaissance inférentielle. Vision directe, ce sera la connaissance intuitive. Et l'appréhension de la quiddité simple, c'est un type de connaissance générale ou abstrait. Donc, il y a trois modes de connaissance. Il faut dire, dit-il, Matthieu, que quelque chose est dit être connu de trois façons, ou que c'est de trois façons qu'il peut y avoir connaissance de quelque chose. Praenotandum est quod tripliciter dicitur aliquid cognosci, ou el tripliciter de aliquo potes cognito haberi. Donc par le raisonnement inférentiel, par ce qu'il appelle deuxièmement l'inspection directe, on verra cela plus en détail, et enfin, troisièmement, par la connaissance de la quiddité, et je glose, évidemment, ce n'est pas lui qui dit ça, de la Wahrheit ou de la Sachheit, la choséité ou l'essence, au sens heideggerien du terme. Donc il y a trois modes de connaissance, inférentiel, intuitif, général abstrait. Et ces trois modes de connaissance, qui valent pour toute espèce de connaissance, valent aussi pour deux problèmes qui nous intéressent ici, l'autoconnaissance de l'âme et d'autre part la reconnaissance d'autrui, de l'autre moi-même et donc de la connaissance des autres esprits. Comment passe-t-on de l'autoconnaissance de soi à la reconnaissance qu'il y a d'autres soi-même? Voilà les questions que nous évoquerons donc la semaine prochaine, puisque, assez curieusement, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Nous pouvons enchaîner inférentiellement pour une vision directe et une connaissance générale abstraite, 2 séances de suite, c'est quand même un plaisir. À la semaine prochaine donc.